Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et aujourd'hui on va parler de notre dernier film de l'été. Et oui je sais, c'est déprimant, la rentrée approche, en tout cas pour ceux que ça concerne. Mais vous inquiétez pas, on va quand même passer un très bon moment et bien s'amuser. Aujourd'hui, on va se diriger vers l'animation, car là aussi, il y a des adaptations de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Street Fighter 2, le film d'animation. Le film est sobrement intitulé Street Fighter 2, le film. Il est réalisé par Gisaburo Sugii et est sorti en 1994 et adapte donc l'histoire du jeu vidéo Street Fighter 2 The World Warrior. Le film part d'une idée originale de Kenzo Tsushimoto, le fondateur de Capcom en personne. Si Street Fighter 2, le jeu vidéo, est sorti en 91 au Japon, il n'est disponible partout dans le monde que en fin d'année 1992, et donc pendant l'année 1993, c'est un véritable succès. Le jeu inonde littéralement les salles d'arcade, et c'est donc tout naturellement à ce moment-là que Kenzo Tsushimoto veut en faire un film. Et oui, Monsieur Tsushimoto, il aimerait bien imiter son concurrent Nintendo qui déjà étendait ses univers vidéoludiques au-delà du simple jeu vidéo, notamment avec ses adaptations animées de Zelda ou encore de Mario et autres merchandising diverses. Oui, bon, on est d'accord, les animés c'était vraiment pas ouf. Non. Mais justement, Monsieur Tsushimoto, il en tire des leçons. Et oui, lui, ce qu'il a envie, c'est de faire quelque chose qui marche. Donc pour son Street Fighter 2, il décide avec Capcom de poser des conditions très strictes et de superviser lui-même le projet tout au long de son développement. Déjà bien conscient que son jeu vidéo est une franchise à succès mondial et pas uniquement japonaise, il sait que son film devra de fait marcher partout dans le monde. Et il ne veut pas juste une histoire OSEF qui se concentre sur un seul personnage, ce qu'il veut, c'est créer la base d'un lore officiel qui pourra permettre d'étendre l'histoire du jeu vidéo, pourquoi pas, sur d'autres médias par la suite. Par exemple, c'est de ce film que naîtront certains éléments narratifs et certains designs du jeu Street Fighter Alpha qui sortira quelques temps après. L'aspect général de Ryu et de Ken par exemple, ainsi que la notion du fait que Ken et Ryu se soient entraînés ensemble sous la tutelle de Gouken Sensei, tout ça vient du film d'animation justement Street Fighter 2, on le voit notamment dans les flashbacks du film. Mais bon, on est quand même sur un film, donc il nous faut quand même suivre un personnage principal. Et c'est pourquoi Monsieur Tsushimoto et Capcom se dirigent tout naturellement vers Ryu, puisqu'il est vendu comme étant le protagoniste principal de cette franchise, et ce, depuis le tout premier jeu. Et oui, je vous rappelle quand même que dans Street Fighter 1, ok, il était roux, mais c'était surtout le seul personnage jouable en solo. Le second étant Ken lorsqu'on jouait avec un partenaire. Donc Ryu comme personnage principal, c'est un personnage mélancolique qui n'a pas véritablement de but dans la vie, sinon ceux de s'entraîner et de combattre afin de devenir le meilleur artiste martial possible. Il parcourt le monde à pied, ou à tout le moins l'Asie, ce qui va nous permettre également de justifier le fait d'aller à la rencontre de certains des personnages du jeu vidéo. Et comme tout bon film d'action qui se respecte, il nous faut un grand méchant. Là aussi, c'est très facile, puisque le méchant principal de Street Fighter 2, c'est Bison. Donc, on le place de même dans le film, et son but n'est autre que de
créer un guerrier ultime, un guerrier parfait, afin de se confectionner une armée de combattants qui lui obéiraient au doigt et à l'œil, et ce sans discuter, afin de pouvoir conquérir le monde. Of course! Et maintenant, il nous faut une raison pour réunir tout ce petit monde. Et pour ça, on va tout simplement suivre une enquête menée par Interpol avec notre chère Chun-Li, conjointement à l'armée américaine, représentée par le culte et bodybuildé Colonel Guile. L'enquête est bien entendu axée sur les enlèvements de combattants de rue émérites, le principal suspect étant donc bien entendu Bison avec son organisation secrète Shadaloo. De plus, Chun-Li et le Colonel Guile souhaitent personnellement se venger de ce cher Bison pour avoir tué le meilleur ami de Guile et le papa de Chun-Li. C'est donc sur ces bases que le scénario du film va être écrit et que l'on pourra ainsi rencontrer tous les personnages jouables du jeu. Oui, j'ai bien dit tous les personnages. Mais bon, je vous rassure, tous n'auront pas un rôle vraiment approfondi, bien loin de là. Et certains seront même là juste pour passer une petite tête, histoire de faire « coucou, je suis bien présent ». Donc avec tout ça, on a ce qu'il faut pour poser les bases d'un lore qui pourra largement être étoffé et élargi par la suite. Et maintenant, reste plus qu'à représenter les fameux personnages du jeu vidéo. Et Tsushimoto, pour ça non plus, il ne veut pas que ce soit fait n'importe comment. Il tient absolument à ce que ces personnages ressemblent à tout prix à leur portrait dans leur version vidéo ludique. Alors non, je vous rassure, effectivement, à l'époque, les personnages des jeux vidéo, ça ressemblait plutôt à ça. Mais on va pas se diriger vers du pixel art, entendu que non. On va se diriger vers des dessins plutôt réalistes, même si on reste dans un style manga, bien entendu, mais une animation pour adultes qui n'a rien à envier aux piliers du genre que sont Ghost in the Shell ou encore Akira, pour ne citer que. Alors, scénario, perso, animation, on a ce qu'il faut. Mais qui dit Street Fighter, dit bien entendu arts martiaux. Ce serait quand même con qu'un film sur le plus grand jeu de combat du moment ne montre aucun combat. Donc évidemment que Capcom n'allait pas passer à côté, et pas question de donner quelques coups de poing ou de pièces sans réfléchir. Les arts martiaux sont des arts très codifiés, tout particulièrement au Japon, d'autant plus que le jeu vidéo contient de nombreuses techniques spéciales qui sont déjà toutes très bien connues des joueurs et surtout toutes très visuelles. En plus, le président Tsushimoto souhaite que les combats aient un aspect réaliste, en tout cas vraisemblable, et pour ça, pas question de laisser ce travail entre les mains de n'importe qui. C'est donc Kazuyoshi Aoshima qui va s'occuper de l'animation des combats, avec bien entendu toute une équipe derrière, mais c'est lui qui a le lead du truc. Et le monsieur, il est quand même assez habitué à tout ce qui touche aux animations de combat, puisqu'il a quand même travaillé sur la série animée Ken le Survivant, sur le film animé Ken le Survivant, et sur de nombreux films en animation de l'univers de Dragon Ball. Donc oui, le gars, il a un petit peu l'habitude de gérer des animations de combat légers. Mais pour concevoir les chorégraphies en elles-mêmes, ce n'est pas les équipes d'animation qui vont s'en charger. Tsushimoto va faire appel à Kazuyoshi Ishii, un véritable expert en arts martiaux, pratiquant de karaté Kyokushinkai, fondateur du karaté Seidokan et surtout fondateur et président de l'une des plus grosses organisations de kickboxing dans le monde, le K1. Ouais, le gars connaît un peu les arts martiaux, ouais. Mais il ne sera pas tout seul pour concevoir ses chorégraphies, puisqu'il sera accompagné par son ami Andy Hug, également un grand pratiquant d'arts martiaux, très grand champion de Kyokushinkai et surtout très grand champion de K1, puisqu'il totalise dans cette discipline 44 combats, dont 38 victoires, dont 22 d'entre elles sont par KO. Il affrontera d'ailleurs également notre roi sans couronne, Jérôme Le Banner, qu'il battra après 5 rounds sur décision.
mais nous aurons l'occasion de reparler de ces deux légendes des arts martiaux dans des vidéos dédiées. Et oui, là aussi, on est sur un gars qui connaît un petit peu son sujet, en effet. Toujours est-il que la participation de véritables pratiquants d'arts martiaux à la chorégraphie des combats, notamment issus du karaté, eh ben ça se ressent vraiment sur leur qualité. Les techniques s'enchaînent avec réalisme et tout autant de fluidité que l'animation. Les techniques spéciales sont intelligemment utilisées, au lieu d'être simplement balancées comme ça ou d'être utilisées à outrance. Elles servent à chaque fois le combat. Perso, je dirais qu'il y a véritablement 3 combats qui sortent vraiment du lot dans ce film. En tout cas, ce sont mes 3 combats préférés. Le premier, c'est le combat entre Ryu et Fei Long, qui est personnellement mon préféré des combats du film. C'est un combat entre 2 experts en arts martiaux au sommet de leur art qui ne s'affrontent pas pour la gloire, mais sincèrement pour savoir lequel des deux est le meilleur des combattants. La chorégraphie, l'animation sont ultra fluides, les techniques s'enchaînent avec tout autant de fluidité. Frappe, blocage, projection, clé de bras, tout y passe, même les techniques spéciales, et on a vraiment l'impression de voir un véritable combat évoluer sous nos yeux. Le deuxième, c'est le combat entre Chun-Li et Vega, un pic dramatique avec une tension palpable et maîtrisée de bout en bout. Un combat pour la survie dans une pièce réduite et meublée, dans un espace extrêmement bien utilisé. Et bien entendu, le troisième de ces combats, c'est évidemment le combat final entre Ryu, Ken et Bison. Une montée en tension crescendo, une difficulté quasi insurmontable face à un adversaire pratiquement intouchable et au pouvoir quasiment divin, qui ne pourra être vaincu que par une force de détermination totalement inébranlable et par 2 combattants en parfaite synergie. Chacun de ces moments est un vrai petit bijou qui vous ravira à coup sûr. Et si on parlait un petit peu de l'ambiance du film maintenant ? Bah oui, un film, ça a toujours une certaine ambiance, un ton qui va lui coller et se développer, évoluer tout au long du métrage. Cette ambiance, elle passe généralement par la musique du film, par son découpage et aussi parfois par ses dialogues. Et Street Fighter 2 n'échappe évidemment pas à la règle. Mais pour voir de quoi ça retourne, eh ben il va falloir se tourner vers les différentes versions du film. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien parlé de plusieurs versions du film. Et je ne parle pas spécialement d'une version longue qui aurait plein de scènes coupées, bien qu'il y en ait quelques-unes. Je parle plutôt d'une censure qui a été apportée à la sortie première du film, puisque ces combats sont plutôt violents, parfois même sanglants, sans pour autant véritablement verser dans le gore. Mais il y a surtout dans le film une scène de nudité qui n'aura pas plu à tout le monde à sa sortie. Commençons par la version originale, la version japonaise du film. C'est bien entendu la version la plus pure du film, puisque c'est la version qui est voulue par Capcom et le réalisateur du film, tant dans son découpage que dans sa tonalité ou dans les visuels qu'elle montre. Comme je le disais un petit peu plus tôt, les combats y sont empreints d'une certaine violence. Le sang coule lorsque cela est nécessaire, des os sont parfois brisés. Bref, ce sont des combats sans ménagement pouvant être violents, mais jamais sans exagération. On y suit donc Ryu dans un périple lent mais ininterrompu, telle une rivière qui s'écoulerait dans son lit sans avoir véritablement conscience des obstacles qui parcourent son chemin et les évitant sans même s'en rendre compte. Le film tout entier baigne dans une ambiance poétique, quasi onirique même, portée par une musique lente et calme qui le pousse dans cette direction et qui, il est vrai, pourrait en rebuter certains ou tout du moins les laisser perplexe. Le doublage japonais est particulièrement réussi et garde ce ton grave et sérieux désiré par le film, avec tout de même quelques petites pointes d'humour
bienvenue de temps en temps. C'est tout simplement pour moi la meilleure version à regarder, celle qui à mes yeux colle le mieux à la fois à cet univers et au personnage de Ryu tel qu'il est dépeint dans le film. Un personnage inébranlable, taiseux, qui n'a d'autre objectif dans la vie que celui de devenir un meilleur guerrier et surtout une meilleure version de lui-même. Mais qu'en est-il donc alors des autres versions du film? Voyons d'abord cela avec la version américaine. Cette version, pour le coup, elle tranche pas mal avec sa version japonaise, notamment dans sa bande-son, puisque la bande originale japonaise du film est ici entièrement remplacée pour une bande originale beaucoup plus même orientée hard rock et metal. Alors, c'est pas spécialement pour me déplaire, puisque j'adore ça, mais en vérité, on s'éloigne largement du côté poétique onirique désiré par les Japonais et par Capcom à la base, et on s'oriente un peu plus vers une ambiance plus classique des Américains en ce milieu des années 90. Et il y a le doublage aussi qui change. D'ailleurs, parce qu'on passe quand même du japonais à l'anglais, donc de fait ça change. Mais en fait, c'est surtout les intonations dans les dialogues qui vont être également modifiées. Là où le japonais était le plus souvent grave et sérieux, la version américaine, elle, tend vers un côté plus léger, tout comme sa musique. On est donc vraiment plus orienté vers une ambiance légère mais pleine d'action et rythmée, à l'image des actionneurs classiques américains du milieu des années 90. L'autre changement majeur qui va être effectué sur la version américaine, c'est bel et bien au niveau de la censure, puisque la violence de certains combats va être atténuée, que la scène de nudité dont je parlais en début de vidéo sera donc censurée, et il y aura également un léger changement au niveau des dialogues, puisque des gros mots présents dans la version originale seront enlevés dans la version anglaise. En 2010, cependant, sort un peu partout dans le monde une version DVD du film, une version remasterisée, avec donc une qualité d'image améliorée, bien entendu, mais aussi une version du film dans son intégralité, sans découpage et sans censure, avec toute sa violence, tous ses gros mots, et aussi cette fameuse scène de nudité. Et du coup, la France, dans tout ça, ça donne quoi? Et dans cette version française, ce qui va véritablement changer, eh ben, c'est justement son doublage en version française donc. Et ce qui va essentiellement poser problème dans ce doublage français, à mon sens, eh ben, en fait, c'est le nom des techniques spéciales, puisque, va savoir pourquoi, mais la version française a décidé de traduire les termes de toutes les techniques spéciales. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'elle n'a pas seulement décidé de les traduire en français, mais en fait, elle les a toutes traduites en anglais. Alors même que la version anglaise, elle, laisse les termes japonais des techniques spéciales. Je comprends pas pourquoi. Bon, après, il est vrai que dans les années 90, il était encore plus ou moins fréquent d'avoir des libertés prises sur les doublages des animés. Les plus anciens se rappelleront notamment des doublages catastrophiques du Club Dorothée, dans lesquels les animés Nicky Larson et Ken les Survivants étaient tout simplement massacrés. Adieu, mon petit Momo. Je t'ai déchiré les habits. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du manteau de fourrure. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Et puis franchement, c'est quoi cette prononciation anglaise inexistante? Non mais sans déconner, écoutez-moi ça! C'est dommage! C'est vraiment dommage! C'est d'autant plus dommage qu'à côté de ça, bah en fait, la version française, elle est plutôt quali. La tonalité sérieuse et le côté poético-onirique de la version japonaise est respectée, même si les tonalités françaises rendent parfois un petit peu de légèreté. Mais à côté de ça, la traduction est plutôt réussie et ne minimise ou n'exagère rien. Mais pour autant, la version française va plutôt coller
à la version américaine, notamment au niveau de la bande-son du film, puisque la version française va reprendre la bande-son plutôt hard rock metal de la version américaine. La violence va être également légèrement édulcorée et la scène de nudité va également être censurée. Mais bon, pour être à 100% honnête avec vous, je n'ai jamais connu cette version VHS. Je n'ai personnellement connu le film que un peu tardivement au début des années 2000 dans sa version DVD, donc déjà assez différente de la version VHS. Je ne sais donc pas dans quelle proportion étaient faites ces censures et à quel point elles pouvaient modifier ou non le film. Dans tous les cas, ce film reste une véritable pépite, un petit bijou du cinéma d'animation qui rend véritablement bien hommage au monde de Street Fighter, qui lui crée une véritable mythologie, qui pose un superbe lore, qui permettront par la suite la naissance de nombreuses autres œuvres, de nombreux autres films animés, d'une série animée et même de nombreux comics sur l'univers de Street Fighter. Tant d'œuvres dont nous ne manquerons pas de parler sur cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Street Fighter 2, le film d'animation dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre kata. Vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Et vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Vous n'avez qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu et si vous aimez la franchise de jeux vidéo Street Fighter. Nous on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos avec un retour au rythme classique, une histoire martiale et un ciné martial chaque mois. Salut! Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.